si tous les marchands aujourd'hui nous demandent de brancher du paiement fractionné, c'est parce que les clients le veulent, parce que le client le demande, parce que les clients l'ont expérimenté. Les vertus du paiement fractionné, c'est que ça répond à plein de use cases différents. Il y a le gars qui a une petite tension de trésorerie, qui a un petit problème de budget, ça passe pas, ça ressemble un petit peu au crédit, mais c'est pas du crédit, et on l'accompagne. Et on l'accompagne tout de suite. Une des forces du paiement fractionné, c'est que la réponse est immédiate. Il n'y a pas de délai de rétractation, on va pas verser les fonds aux marchands, aux clients dans 7 jours, on boucle l'opération instantanément. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. 3 millions de clients, 2,5 milliards d'euros de financement aux particuliers, 2 chiffres qui donnent une idée de la dimension de notre invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler paiement fractionné, microcrédit et carte bancaire, les 3 composantes de l'offre de Floa. J'ai le grand plaisir de recevoir son DGA, Marc Lanvin, avec lui. Nous avons beaucoup de sujets à couvrir en partant de la création de cette fintech française jusqu'à son rapprochement avec BNP Paribas en février dernier. Mais avant de rentrer dans le détail, nous faisons notre habituel détour sur le marché et les consommateurs. À quand le paiement en plusieurs fois pour régler son plein d'essence? Enfin, trêve de plaisanterie. En cette période d'inflation, dans quelle mesure les comportements d'achat sont-ils impactés? Nous poursuivrons avec la proposition de valeur de Floa, comment son offre lui a permis de devenir leader sur son marché, quelles sont les ambitions de développement, qu'est-ce que BNP Paribas va apporter à Floa. Enfin, nous illustrerons les propos par le business case de Mr Fly. Mais avant de commencer, Marc, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, bonjour Cyril. Donc, je suis Marc Lanvin, je suis directeur général adjoint de Floa. J'ai toujours, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai toujours travaillé dans la finance. J'ai commencé ma carrière chez BNP Paribas, chez une BNP Lise à l'époque où j'ai travaillé dans la direction commerciale. Je me suis occupé des grands accords nationaux. Donc puis, BNP Lise, c'est la location des véhicules? Alors, c'est plutôt de la location de biens d'équipement. De biens d'équipement. Je m'occupais de financer les photocopieurs, par exemple, ou l'équipement informatique avec Cégide. Je m'occupais des grands accords nationaux. Puis, après, des agences. Parce qu'à l'époque, on avait une centaine d'agences. Juste avant que tu n'ailles plus loin, ça veut dire que tu as un profil qui est quoi? Qui n'est pas ingénieur? Je suis pas ingénieur. Moi, j'ai une maîtrise de gestion à Dauphine, option finance, donc je suis un financier au départ. Vraiment un financier. Ouais. Mais mon premier job, c'était dans le commercial. Ouais. Et j'ai adoré ça. Donc, commercial, marketing, distribution, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Et là, chez BNP Lise, tu restes combien de temps? Je reste 7 ans. Ouais. Donc là, tu te fais tes armes de commercial, en fait. C'est ça? Ouais, mon job, c'est les grands accords, ouais. Donc des gros partenaires. Ouais. Ça me servira par la suite. Donc les partenaires, c'est avec les entreprises qui ont besoin d'équiper leur bureau, c'est ça? C'est plutôt avec les distributeurs qui ont besoin d'une solution de location pour placer leurs biens chez les entreprises. Donc là, on parlait d'imprimantes, c'est Epson, Canon, je sais pas voilà, qui. C'était les grandes années des lasers couleurs. Ouais. Voilà, c'était le début. Donc tous les grands comptes s'équipaient de flottes de lasers couleurs et ils voulaient les payer en loc. Et donc c'était les accords que je pilotais. Okay. Puis après, je me suis occupé du plan d'action commerciale des agences.
Donc, tous les 6 mois, je faisais un plan d'action commerciale pour les agences et je m'occupais des grosses tarifications. Là, pour le coup, pour les gros clients finaux, les grosses entreprises. J'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai adoré. Et puis, j'ai eu vent de la création de la première banque en ligne en France, Banque Directe. Mon patron, c'était l'ancien créateur de Cortal. Il me dit, Marc, t'as une touche marketing, ils sont en train de créer Banque Directe, je connais la DG, ils ont besoin de gens, vas-y. Donc j'ai été un des premiers, je crois que j'étais 35e salarié, bon, j'ai à peu près tout fait, je me suis occupé de l'ouverture des comptes. Là, on est en quelle année ? On est en 95, voilà. Donc Banque Directe, voilà, première banque en ligne, en réalité, première fois qu'une banque s'ouvre 24/24, 6 jours sur 7. On avait des conseillers en propre, on avait des équipes qui faisaient 3 tranches horaires et qui travaillaient jusqu'au samedi soir minuit. Donc on a réinventé plein de trucs et puis c'est le début du web. Banque Directe, on a été en 97 élu le meilleur site internet français. 97, c'est la création de Google, c'est la création de Cdiscount. Voilà. Donc on était une néobanque sans le savoir. Et voilà, on a tout fait, on a inventé des trucs pour l'ouverture de comptes à distance. Il n'y avait pas de signature électronique, tout ça. Il n'y avait même pas d'upload. Non. Il y avait encore du Minitel. On est dans le web 1. Voilà, exactement. Les premiers deals avec Yahoo et compagnie. Et puis je suis resté chez BNP jusqu'à la vente de Banque Directe à AXA, puisque Banque Directe est devenue AXA Bank, la banque qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, on est début des années 2000. Exactement. Je pars en 2000, je pars chez AIG pour prendre la direction générale d'AIG Marketing Europe. Donc, autre clin d'œil de l'histoire qui me servira par la suite. Mon job, c'était de vendre des programmes de marketing direct et de télémarketing à tous les acteurs du crédit en France. Donc, les Cofinoga, CTLM, Cofidis, Banque Casino. Voilà, c'était mes gros clients, mes gros prescripteurs, avec des programmes de marketing direct à l'américaine, hyper chiadé, hyper optimisé, avec des gros budgets marketing. On passait plusieurs millions d'appels par semaine. C'était la grande époque du télémarketing. Et là tu arrives si tu arrives chez comment on appelle ça, tu me dis AIG. T'as un rôle toujours commercial, c'est toujours ta marque de fabrique ou c'est commercial, plutôt grand compte parce que j'ai que des gros clients. Ouais. Et j'acquiers une vraie compétence de marketing au sens direct marketing. En France, on n'apprend pas trop ça dans les écoles de commerce. Les Américains sont super bons. Les benches, un mailing ou une opération avec challenger, voilà, test en permanence, test and learn, amélioration continue, drivé uniquement par les chiffres et pas par les avis. J'aime pas. Ouais, c'est rationnel. Donc, en fait. Voilà, c'est hyper rationnel. Ouais. Tout se passe sur Excel, reporting à New York en permanence, comparaison des performances de pays à pays. Ça, c'est génial, quoi. Donc ça, tu complètes en fait, tu rajoutes une corde à ton arc. Tu restes combien de temps là à faire ça ? Je reste 4 ans, je crois, et puis je suis chassé par April. Ouais, April, donc l'assurance pour les prêts immobiliers. C'était voilà, exactement le carton sur l'assurance emprunteur. Et je reçois un des dirigeants d'April, j'y reste 7 ans. Et là, j'apprends... Mais c'est quoi ta mission en fait, quand tu es chez April, globalement, qu'est-ce que tu fais toujours du commercial, marketing Je sécurise le sujet de l'assurance emprunteur, avec des gros acteurs type Meilleur-Taux et compagnie. Et puis après, je prends la filiale qui s'occupe de l'IA&D qui va pas très bien, et je redresse cette activité-là en la repositionnant sur... des assurances habitation et des autos un peu haut de gamme et tout ça, voilà, j'y reste 7 ans. Et là, c'est quoi la période, les dates globalement ? Alors les dates, ça doit être 2000, 2008, 2009 quoi. Ok. Ouais, et là, après cette expérience chez April, tu poursuis ? Ouais. Alors là, il y a un petit épisode, je crée ma boîte, je crée avec l'ancien patron d'AutoPlus, et on décide de lancer un comparateur automobile. Je m'inspire de ce qui se faisait dans l'assurance, et on se dit, il n'y a rien pour acheter une voiture, pour t'aider à acheter une voiture. On va faire un comparateur auto, et on va vendre des leads aux constructeurs, aux assureurs, aux établissements de crédit. Là, tu es en 2008.
Bon, c'est la crise. Au bout d'un an, on se rend compte que personne ne veut nous payer. Donc, il y a un succès d'estime, mais je me rends compte que je ne pourrais pas nourrir femme et enfants. On ferme la boîte. Je cherche du boulot. Je suis à Lyon. Je vois une offre sur Banque Casino. Je me dis, tiens, ça va être cool. Je vais pouvoir travailler pas loin, à Saint-Étienne. Et finalement, quand ils voient mon CV, ils me disent, mais vous connaissez à fond le digital. Nous, on a un problème. Cette boîte, il faut qu'elle pivote. Est-ce que vous voulez pas venir à Bordeaux digitaliser Banque Casino? Voilà, et c'est le début de la dernière séquence, là, 2012 jusqu'à maintenant. Ça va faire 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans. C'est la digitalisation et le fait de pivoter une banque qui était... Banque Casino, c'était le concept traditionnel de la banque brick and mortar pour financer... c'était quoi C'était à l'époque la mode, en 2010. On disait tout le monde disait, le nouveau centre-ville du village, c'est les hypermarchés, c'est là où est le trafic, il faut ouvrir des agences dans les hypermarchés. Carrefour l'a fait, Auchan l'a fait, Casino l'a fait. Voilà. Et ça, c'est les années 2005-2010. Et à partir de 2010, il y a la loi Lagarde qui vient contraindre beaucoup les crédits revolving, les cartes de crédit. Ça devient plus compliqué. Et puis 2010-2020, c'est la séquence où on n'achète plus du non-alimentaire dans les hyper et on commence à les acheter chez Amazon et Cdiscount. Et donc, tous les établissements qui faisaient ça commencent à avoir des difficultés de recrutement. À l'époque, quand j'arrive, on faisait encore 10 000 cartes par mois chez Casino, et ça commence à s'étioler. Et moi, on me demande de digitaliser. Dans le groupe, il y a Cdiscount, ils sont bordelais, ils sont juste à côté, on échange beaucoup. Et voilà, on fait pivoter l'activité, d'abord sur les cartes de crédit. On est le premier établissement en France à lancer des parcours full démat avec signature électronique. Au départ, on le fait pour économiser des frais postaux. Le use case, c'est c'était rentable si on faisait 15% de souscription. On ouvre le truc, il y a 60% d'adoption de la signature électronique. Un an après, on enlève je photocopie mes documents, je les envoie dans une enveloppe, on fait du 100% dématérialisé. Et à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'on ouvre un nouveau marché. C'est que tant qu'à faire de scanner tes pièces, c'est encore plus simple de les photographier. Et donc, on se développe à fond sur le mobile. Ça marche. On se dit, pourquoi on ne le ferait pas directement auprès des consommateurs? Donc, on commence à faire du direct en crédit, en renouvelable. Et ça marche super bien parce qu'on n'a personne en face. Parcours 100% digitaux, hyper simple. Et là, le nom change? Pas du tout. Le nom ne change pas encore. On continue à s'appeler Banque Casino. On travaille de plus en plus avec Cdiscount. Cdiscount qui a été le pionnier vraiment en France du paiement fractionné, qui faisait sur leur compte propre. Ça devenait très gros. C'est quand même un métier un peu de banquier. Et ils décident de lancer un appel d'offres sur on n'appelait pas ça encore le paiement fractionné, sur le 3 fois sans frais. Et moi, je dis à ma direction, il faut qu'on réponde à cet appel d'offres. Mais Marc, on n'a rien, on n'a pas d'offres. D'autres acteurs avaient des offres un peu sur étagère. Je dis, on va prendre le cahier des charges de Cdiscount, on va leur demander tout ce que vous avez, de quoi vous rêvez. On a pris notre crayon et on a rempli tout le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'était, on veut que le 4 fois soit aussi simple que le paiement en une fois. On veut qu'il n'y ait pas de formulaire. On veut que vous puissiez gérer les paniers mixtes, marketplace, pas marketplace. On veut que vous sachiez gérer, vous ayez des API, on ne parlait pas encore d'API, des web services qui gèrent directement les remboursements partiels, les déblocages. Vous avez la liste de courses, quoi. On fait une solution taillée pour le plus gros e-commerce en français, progicialisé. Ça marche super bien, ils sont hyper contents, on est hyper contents. Là, on est en quelle année? Là, on est en 2013. Et on se dit, on tient un truc. On tient un truc et on est sollicité. Oscaro nous dit, mais on voudrait la même chose que Cdiscount. Et on commence à progicialiser complètement notre solution, à la vendre. Je pense que notre première signature, ça se fait quasiment à Monaco fin 2013, c'est 1001 pneus. Le hasard voudra qu'il se fasse racheter par Cdiscount, mais voilà, on commence avec 1001 pneus, on signe Oscaro, et puis on enchaîne les signatures, et on voit notre chiffre qui grossit au moins à la hauteur du e-commerce, plus les nouveaux marchands qu'on signe régulièrement. C'est le début de l'aventure. Bon, et là, on va changer de nom.
Alors, non. Toujours pas. Pas encore, on est toujours... En quelle année, vas-y, c'est les années 2013. Non, mais le changement de nom, il intervient c'est en novembre 2020. Et en fait, c'est hyper récent. C'est hyper récent. Ça a failli être stoppé parce que c'est pendant le Covid. On le décide avant, mais c'est pendant le Covid. Et on le décide pourquoi, ce changement de nom. C'est d'abord que Banque Casino, c'est long. C'est difficile à intégrer sur un site. Ça évoque vachement Casino, qui est parfois concurrent des gens qu'on veut draguer. Et puis ça marche pas du tout. C'est le moment où on décide de partir à l'international. Et Banque Casino, ça marche. Casino à l'étranger, ça veut dire casino. Et avec banque, ça marche pas très bien. Et puis on a des gros acteurs. SFR, on est en pleine négo avec SFR. Ils nous disent votre solution, c'est la meilleure du marché. C'est clair, mais Banque Casino, vous êtes sûr que vous voulez garder ça. Et on a un peu de stress. On dit qu'il faut aller voir Jean-Charles Naouri pour lui dire qu'on aimerait bien supprimer Casino de notre nom, alors qu'on est dans le groupe Casino. Et on a le feu vert du patron qui nous dit vous avez le droit de réfléchir. On réfléchit, on bosse beaucoup sur cette marque. Une marque qui marche à l'international, qui se prononce bien dans toutes les langues, qui soit libre de droit. C'est pas si simple. On mouline des centaines de noms. Voilà. Finalement, il en reste 3. Il y en a 2 qui posent problème juridiquement. Il reste que Floa. On décide d'y aller. Et on travaille, on lance cette marque en 1 an, chrono. Voilà. La deadline, c'est le 6 novembre 2020. On fait disparaître Banque Casino et on le remplace par Floa. Bon, et on va revenir sur la proposition de valeur de Floa tout à l'heure. Merci pour cette présentation. Et puis, finalement, effectivement, tu as quand même tout un parcours qui explique assez bien comment tu es arrivé à là où tu es aujourd'hui. Il y a une vraie cohérence dans ton parcours. Comme je disais en introduction, on va prendre un peu de hauteur. Le paiement fractionné, les facilités de paiement. Dans l'introduction, je disais que c'était le fractionné, le microcrédit et la carte bancaire. Globalement, parlons des enjeux autour du paiement, des consommateurs. J'aimerais bien qu'on appuie fortement sur le consommateur parce que finalement, s'il n'était pas là, tu ne serais pas derrière le micro en train de me raconter ton histoire. Vraiment, le consommateur, j'aime bien qu'on le mette au tout début de la conversation parce que c'est par lui que tout commence. Donc, comment vous, chez Floa, vous percevez ce marché, ce qui se passe? Est-ce que la conjoncture actuelle, après la période de Covid, qui a aussi apporté, qui a contribué assez fortement à accélérer des tendances dans les comportements d'achat. Est-ce que là, on va encore avoir une accélération de changement? Comment tu vois les choses? Alors, tu as complètement raison. Hein. Si tous les marchands aujourd'hui nous demandent de brancher du paiement fractionné, c'est parce que les clients le veulent, parce que le client le demande, parce que les clients l'ont expérimenté. Les vertus du paiement fractionné, c'est que ça répond à plein de use cases différents. Il y a le gars qui a une petite tension de trésorerie, qui a un petit problème de budget, ça passe pas, ça ressemble un petit peu au crédit, mais c'est pas du crédit, et on l'accompagne tout de suite. Une des forces du paiement fractionné, c'est que la réponse est immédiate. Il n'y a pas de délai de rétractation, on ne va pas verser les fonds aux marchands, aux clients dans 7 jours, on boucle l'opération instantanément. Donc on enlève un deuxième stress, c'est est-ce que je vais pouvoir payer? On lui dit tout de suite qu'il va pouvoir payer. Et il peut, on déclenche la livraison instantanément. Aujourd'hui, rappelle le process pour ceux qui ne l'auraient pas expérimenté. C'est comment ça fonctionne chez Floa, globalement, de façon partout, c'est la même chose. Parce que c'est pas réglementé. Hein. Il y a des sujets de réglementation, on y viendra. C'est réglementé, mais c'est pas dans la réglementation du crédit. Voilà. Parce que c'est en 4 fois 90 jours, c'est ça? Voilà, c'est inférieur à 90 jours. C'est ça qui fait qu'on peut s'affranchir de certaines contraintes. Et ce qui permet, donc concrètement, vas-y, explique. De simplifier tout. Il y a les raisons du succès, c'est on s'appuie sur le digital. Pourquoi il n'y a pas de formulaire? C'est qu'en gros, les infos dont on a besoin pour processer le truc, le marchand, il les a. L'adresse, il l'a. Le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone mobile, tout ça, le marchand nous le transmet en instantané. Et on fait mouliner et ils nous disent ce qu'il y a dans le panier. En gros, avec ça, on peut apporter une réponse. Surtout si tu as une base de 3,5 millions de clients, plus tous ceux que tu as processés les années précédentes. Donc c'est extrêmement fluide pour le client. Il a sa réponse immédiate. Et donc, comme je te disais, ça répond à plusieurs besoins. Petite tension de trésorerie. Le plus gros besoin, c'est l'encours CB.
C'est qu'à un moment, j'ai envie de m'acheter un iPhone ou j'ai crevé les pneus. Je vais juste apporter un complément d'information. C'est que quand tu es, toi, utilisateur, sur le site de Cdiscount, parce que c'était l'exemple que tu donnais tout à l'heure, et que tu es dans le checkout et que tu dois payer 500 € et qu'on te dit est-ce que tu veux payer 500 € pour ta machine à laver tout de suite comme ça avec ta carte bleue cash, ou est-ce que tu veux le faire en 3 ou 4 fois, c'est toujours avec la même carte que ça se fait. Exactement. Voilà. Et donc il y aura des prélèvements faits sur ta carte, sur tes paiements par carte, dans un laps de temps de 90 jours. Exactement. Voilà. Et tu vas pas apporter ton RIB, tu vas pas apporter tes fiches de salaire, tu vas pas remplir des formulaires et avoir tout un truc compliqué comme pour le crédit à la consommation traditionnel. Et puis c'est un délai court. Donc toi tu te souviens que tu as changé c'est en quelques heures. Oui, mais tu te souviens que tu as changé ton frigo le 22 février. Eh ben, tu sais que tu vas payer le 22 février, le 22 mars, le 22 avril, et le 22 mai, c'est fini. Et parce qu'il y a une forme d'inquiétude dans le monde dans lequel on vit, et le fait de s'engager que pour 3 mois, c'est quand même, ça donne une lisibilité au client. Ça lui apporte, je te disais tout à l'heure, ça résout l'irritant pour le client et pour le marchand de j'ai tapé mon encours CB alors que j'ai envie de me faire le bien et que dans 15 jours, j'aurais eu les moyens. Donc ça lisse cet irritant-là, à tel point que le paiement fractionné, c'est un truc qui plaît aux jeunes, qui plaît au CSP+. C'est pour ça que souvent dans la presse, on entend Buy Now, Pay Later, surendettement, ça n'a rien à voir. Les surendettés en France, c'est plutôt des personnes plus âgées ou des CSP-. Le Buy Now, Pay Later, c'est plutôt un produit qui a été adopté par les plus jeunes et notamment par les cadres. Donc c'est pas véritablement du crédit. Et comme tu le disais, on va redécrire le process. C'est au moment où je paye, j'ai le choix entre payer 1 fois, 4 fois. Je rentre ma carte. Et puis c'est aussi simple que ça. Et les clients le choisissent. Nous, on est très peu visible dans le Buy Now, Pay Later. On est juste parfois sur la page produit, où il y a marqué payé en 4 fois, 445,56 €, et au moment du check-out. Donc le succès, c'est pas les marchands qui l'ont poussé, c'est pas nous, c'est pas la publicité, c'est les clients qui l'ont choisi. Et les marchands, ils ont tous constaté que quand ils nous branchent, ils font plus de chiffres récurrents, et le panier moyen est mécaniquement plus élevé. Donc le succès, il est là, c'est que ça plaît aux clients et aux marchands, et nous, on accompagne techniquement le sujet, techniquement en sens branchement, on apporte une solution robuste qui répond, il faut que ça soit... Maintenant, on s'engage à répondre aux marchands et aux clients en moins de 200 millisecondes. 200 millisecondes, c'est invisible. C'est-à-dire qu'on répond peut-être même plus vite. On va revenir sur comment ça fonctionne concrètement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les jeunes, alors on le comprend, les CSP+, aussi. Là, pour le coup, comment on peut l'expliquer plus facilement ? Pourquoi les CSP+, utilisent ces facilités qu'offre le paiement fractionné ? Est-ce que tu as une idée ? D'abord parce qu'ils sont, on le sait aussi, quand même plus naturellement digitaux. Donc, comme le Buy Now Pay Later, au départ, c'est un succès sur le digital. Je pense que c'est une des raisons. Il y a une autre raison. J'avais un patron polytechnicien qui me disait maintenant, quand on te propose du 4 fois sans frais, c'est un acte rationnel économiquement de le prendre. Voilà, c'est aussi une des raisons. Et puis effectivement, je dis 4 fois sans frais, mais même quand il y a des frais, ils sont négligeables. Les sommes sont ridicules. Et je te dis, c'est souvent une histoire d'encours. C'est-à-dire que le CSP+, à un moment, sa banque lui a accepté un niveau d'encours. Et bien, il y a un mois où il peut dépenser un peu plus, où il est en train de partir en vacances, il y a une petite surchauffe de la carte. Et bien, s'il crève ses pneus avant de partir en vacances, il a besoin de changer ses 4 trains de pneus sur un X5, que sais-je, voilà, on vient aider, on vient débloquer la situation. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça. Et concernant le panier moyen, tu dis qu'effectivement, et on le comprend, pour les commerçants, ça va monter le panier moyen. Est-ce que dans les utilisateurs, à contrario, vous observez ou qu'il y a un besoin qui s'exprime de descendre le montant d'achat, c'est-à-dire, là tout à l'heure je prenais l'exemple de la machine à laver ou du frigo, tu vois, qui naturellement c'est les biens auxquels on pense, tu vois, parce que c'est gros, c'est cher, ça s'inscrit dans la durée, a priori tu ne changes pas tous les 4 matins ce gros électroménager. J'ai entendu dire quand même que les consommateurs, ils avaient envie de plus en plus, pour des sommes moins importantes,
que 500 ou 1000 euros, d'utiliser ces facilités de paiement. C'est vrai, c'est complètement vrai. Notre plancher, et on était l'acteur qui avait le plancher le plus bas, il a été longtemps à 50 euros. On nous a demandé de le descendre à 35 euros. On nous a même demandé, et on l'a fait, de le descendre à 2 euros. Alors à 2 euros, pourquoi ? Parce que c'est le cas de multi-paniers, dans des cas de marketplace où en fait le panier se fractionne en plusieurs paniers. Mais comme c'est devenu un must-have, comme les consommateurs, ils s'attendent à trouver une facilité de paiement, ils comprennent pas ces règles obscures de je vois pas, le bouton il s'affiche pas parce que tout d'un coup j'ai mis 47 ou 52. Donc le panier moyen a tendance à baisser. Et la fréquence a tendance à augmenter. Voilà. C'est devenu un moyen de paiement, le Buy Now Pay Later. Comment ça s'explique ça ? Puisque finalement, payer quelque chose à 50 euros, parce que dans le sens opposé, on voit que le paiement sans contact, il est passé de 30 à 50. Et là, donc, c'est parce qu'on dit que c'est facile, voilà. C'est le même esprit. C'est facile, on facilite les choses. Mais tu sais... Je crois que le panier moyen chez Amazon, il est aux alentours de 60 euros panier moyen. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'il y a des achats à 80, il y en a à 40. Nous, notre panier moyen, il est à 175 euros, alors qu'on fait du travel. En Europe, je crois que 60% des paniers sont inférieurs à 500 euros en Buy Now Pay Later. Donc, on démocratise cette solution-là, qui est vraiment, moi j'aime bien le terme facilité de paiement. Tel achat, je vais le payer en 4 fois, tel achat, je vais le payer en 3 fois, et c'est le consommateur qui décide. Ouais, donc en fait, il y a un côté universel, et il faut abandonner les préjugés qu'on pouvait avoir sur le crédit à la conso, qui était destiné au CSP-. Moi, j'aime pas utiliser ce genre d'expression, mais enfin, les personnes qui ont moins les moyens que les autres. Aujourd'hui, on comprend le paiement fractionné comme étant une habitude de paiement, comme tu le dis très justement, qui entre dans les habitudes d'achat, dans les expériences d'achat exactement natives, normales. Et je pense que l'écart, c'est un des plus petits paniers et deux des plus gros paniers. On en parlera, on parlera du voyage. Le monde du luxe et commence à s'intéresser au sujet parce que c'est une facilité offerte aux clients. C'est le monde du luxe. J'imagine mal Dior te dire tu veux un Floa. Ça viendra. Ça viendra. Je pense que des acteurs comme Klarna ont aussi ouvert la voie sur ce domaine un peu de la mode et compagnie, parce que c'est pas du crédit. Il faut sortir ça de notre mindset. C'est de la facilité de paiement, c'est de la simplicité de paiement. Donc c'est un vrai service que le marchand offre au client, et c'est un vrai service que le client attend maintenant. Et c'est là que se trouve en fait finalement l'évolution du paiement. Il est principalement dans ce contexte-là. Il n'est pas ailleurs. Les sujets de... tu parlais du sans contact. Enfin, moi, je pense que sur ces 2-3 dernières années, c'est les deux gros mouvements de fond, quoi, qui font bouger les lignes. Ouais. Et dans quelle mesure le paiement fractionné, le consommateur s'attend à le trouver aussi en point de vente? Ouais. Ça, c'est le vrai challenge. Parce que beaucoup d'acteurs nous le demandent. Quand on a fait SFR, ils nous ont dit c'est super sur RED, c'est super sur le site, mais on le veut aussi en boutique. Et là, pour trouver la même fluidité, c'est plus compliqué. Parce que quand tu passes ton check-out en e-commerce, on sait déjà quitter. Tu vois ? Tandis que quand tu passes en caisse ou en boutique, il faut que tu t'identifies. Voilà. Et c'est juste cette friction qu'il faut qu'on arrive à fluidifier au maximum pour éviter le syndrome du formulaire. Même s'il nous faut extrêmement peu d'éléments pour donner notre décision, quand tu rentres en boutique SFR, tu es obligé de décliner nom, prénom, donc, il y a une histoire de poste là-dessus. Il faut adapter le poste. Voilà. Et donc, il y a plein de... Voilà, on a fait plein de trucs. On s'est intégré dans les applis casino où là, tu es identifié. Donc, on peut proposer du Buy Now Pay Later. Le client choisit de payer en 4 fois au moment du passage en caisse. Là, on l'a rendu fluide. Le Buy Now Pay Later, ça marche bien quand on connaît, quand on sait qui on a en face. Donc, il y a un vrai challenge sur le point de vente. Il y a eu aussi un challenge sur les centres d'appel, notamment sur le voyage, qu'on a résolu. On envoie un lien, le client boucle son parcours, il valide, c'est bouclé. Donc, voilà, il y a
un challenge d'universalité du Buy Now Pay Later maintenant. Il faut que, tu parlais des stations-service, voilà, il y a des sujets qu'il faut que les stations-service, comme tu le sais, c'est un mode de paiement très spécifique qui est différent du reste de l'écosystème carte bancaire. Voilà, c'est un sujet qu'on va nécessairement adresser, et on est en train d'investir tous les champs possibles du paiement. C'est une bonne transition pour arriver justement sur la proposition de valeur, plus on va rentrer en détail dans la proposition de valeur de Floa. On a bien compris les évolutions qu'il y avait en cours sur le marché, et que le consommateur était à l'origine de tous ces changements. C'est lui qui drive ces changements, le paiement fractionné, le paiement en plusieurs fois, le buy now pay later, enfin il y a toute une terminologie qui veut dire la même chose. Exactement. Ça devient une habitude normale, comme le paiement sans contact pour aller acheter ta baguette. Comment vous adressez tout ça? Vous avez on a commencé à comprendre le fractionné, il y a aussi le microcrédit et puis la carte bancaire. Pitch-nous là, c'est quoi ton offre? Alors, il y a quoi sur l'étagère? C'est d'abord une offre techno. Il faut avoir les moyens d'avoir un système d'information hyper puissant, hyper robuste, qui calcule très vite, qui répond très vite, qui tombe jamais en rade. Je dis toujours cet exemple, au moment du Black Friday, c'est la journée la plus chaude de l'année chez nous, on fait 60 000 paiements fractionnés en une seule heure. Si on tombe, on fait tomber pas mal de monde. Rappelle, parce que moi je le connais, mais c'est toujours bon de le rappeler. Comment le principe technologique qui fonctionne derrière le paiement fractionné, comment vous allez attribuer, parce que c'est le risque, on parle de risque. On met en jeu 3 technos. L'antifraude, parce que pour un fraudeur qui a chopé un numéro de carte, c'est 4 fois mieux de payer en 4 fois. Il peut avoir, pour lui aussi, ça augmente son pouvoir d'achat. Donc on a des solutions robustes pour lutter contre la fraude. Donc on a plein d'algos qui tournent sur ce sujet-là. Il y a le scoring du risque, et on travaille avec les datas qu'on a en open source et avec ce que vient nous fournir le marchand, et ça peut être hyper sophistiqué. On parlera du travel, il nous donne toutes les informations du billet d'avion pour être capable de faire un score à toute vitesse, et ça repose aussi sur le fait qu'on s'assure au moins que le client peut payer ce qu'on appelle le premier rang chez nous. Le paiement fractionné, c'est super bien, c'est pas magique, c'est-à-dire pour payer en 4 fois, il faut au moins que tu payes le premier rang tout de suite. Et donc c'est le troisième truc, c'est qu'on fait... C'est important ce que tu viens de dire, c'est 4 fois en 90 jours, les gens se disent mais attends, je comprends pas. Ouais, c'est les intervalles de l'école. Voilà. Exactement. En plusieurs fois je l'ai entendu ça, attends, je comprends pas, 90 jours, 4 fois. Une fois, la dernière dans 90, et donc voilà, tu payes en 4 fois, c'est 90 jours. Ouais. Parce que tu payes tout de suite, contrairement au crédit conso traditionnel, où ton premier prélèvement, il est dans un mois. Voilà. C'est aussi pour ça que je dis souvent que c'est pas surendettant, parce que le banquier il le voit tout de suite que tu fais du paiement fractionné, il le voit instantanément, et toi tu le vois sur ton relevé sur ton appli, donc tu as une bonne lisibilité du sujet. Ouais. Alors donc ces technos là qui permettent de répondre en quelques millièmes de secondes. Voilà. Et le deuxième challenge, c'est de rendre, je disais universel, c'est que l'intégration pour le marchand, pour tous les marchands, soit hyper simple. Et on a investi beaucoup pour que l'onboarding du marchand soit hyper simple, pour que les mecs qui dev puissent hyper facilement, nous notre challenge c'est qu'en 15 minutes, ils puissent commencer à faire leur premier test et intégrer la solution. Et donc c'est le nouveau challenge, c'est d'ouvrir le Buy Now Pay Later à tout le monde, donc à des plus petits acteurs, à s'intégrer dans toutes les plateformes front. Aujourd'hui, voilà, tu as une API pour chaque plateforme. Oui, c'est ça le défi. Et c'est une intégration hyper simple, robuste évidemment, et à valeur ajoutée, parce que notre métier, c'est pas de diviser par 4, c'est d'être acceptant, voire très acceptant. Voilà. Ça veut dire que le risque, c'est vous qui le portez. Ah oui, ça c'est une très bonne question. On porte le risque et on paye le marchand tout de suite. C'est-à-dire que c'est ça. Pour le marchand, en fait, il n'y a rien à perdre. Non, et j'insiste, on s'engage. Notre décision, elle est irrévocable. Quand on dit oui, on dit oui. C'est comme un paiement CB. Le marchand, il est certain d'être livré, donc il peut expédier. Jamais, on ne va pas faire des contrôles en back-office derrière. Si on a dit oui, on a dit oui. Et on assume, et on porte le risque. C'est des solutions qui se doivent d'être hyper acceptantes. Donc c'est entre 90 et 95% d'acceptation.
Et c'est pas 100%. Et j'entends parfois dire, nous on accepte à 99, c'est impossible. Parce que... ça va prendre un risque démesuré. Voilà, démesuré qui n'est pas durable dans le temps. Notre métier, c'est d'écarter les 2-3% qui paieront jamais. Voilà, et c'est de les trouver. Donc c'est vraiment data-driven le sujet, c'est de mouliner la data. Et on a des scores voyage, on a des scores pneus, on a des scores high-tech, on a des scores génériques. Je crois qu'on a 80 scores différents, selon les verticales, qui peuvent tourner et qui s'adaptent au métier spécifique du marchand. Donc, c'est une boîte de techno, c'est-à-dire que sans la techno, ça repose pas. C'est pour ça que je parle de fintech. Ça, c'est ce qu'il y a derrière. Ça, c'est en frontal. Et voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te dire ça aussi, c'est qu'on apporte deux trucs, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est qu'on apporte toute l'expérience UX et marketing. Le partenariat SFR, ils ont acheté les mock-ups. C'est qu'on leur a montré comment il fallait bien s'intégrer, comment il fallait bien s'intégrer dans la fiche produit, comment il fallait mettre les prix. Donc il y a tout un accompagnement marketing de nos équipes. Et en termes des UX à mort, designers voilà, qui font maintenant, on arrive avec ça au niveau des propals. Et puis, tu parlais en intro du fait qu'on fait aussi des cartes de crédit. Voilà. On a 1 million de clients. Ça, on l'apporte à l'écosystème. Pierre et Vacances, quand ils font des OP de 4 fois sans frais, on le fait savoir à nos propres clients. Et aujourd'hui, on a 425 000 connexions semaine sur notre app. Bon, on apporte un petit peu à l'écosystème des gens qui bossent avec nous. Vous êtes un canal d'acquisition. Un peu de volume, voilà. Un peu de volume qualifié, de gens qu'on connaît bien, qui seront donc automatiquement acceptés. Donc, l'accompagnement marketing, c'est pour ça que la marque, c'est important. Et on est hyper fiers d'avoir changé de marque et d'avoir une marque qui est hyper aimée. Les études qu'on fait, Quali, montrent qu'on est au niveau, même un petit peu perçu mieux que Lydia. On est super fiers de ça. C'est-à-dire qu'on a twisté le modèle. On n'est pas un acteur du crédit conso. On est un acteur de ce nouveau métier qu'on appelle aujourd'hui Buy Now Pay Later ou paiement fractionné. On verra comment ça s'appellera demain. Alors, il y a cet accompagnement, marketing. Il y a cette facilité de branchement, donc la techno qui se veut être compatible avec beaucoup de plateformes. Derrière, c'est piloté. Il y a des dashboards, j'imagine, pour piloter ça pour tes clients. Je dis pas qu'il y en a trop, il y en a plein. On a plein de dashboards, des dashboards de pilotage de la perf, de nos temps de réponse. Il faut que ça tombe jamais. Donc tout le monitoring IT du truc. Nous, on vient de la distrib, donc les chiffres, c'est notre métier. Ensuite, on a des dashboards qui sont à l'heure. On a copié ces discounts. On a des mails horaires. On connaît nos chiffres, on reçoit par mail, parce qu'on est en déplacement, on reçoit nos chiffres toutes les heures. Donc s'il y a une petite baisse, un truc, ça peut nous alerter. Et ça nous permet de vivre avec les Français. On parlera du travel. On a vu les confinements, les déconfinements, quand tu regardes les mouvements, et quand tu regardes les mouvements dans la journée, et dans la semaine, et dans le mois, tu vis avec les Français, donc tu comprends mieux leurs attentes. C'est une richesse et ça, c'est marketing. Compréhension du marché, finalement. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, grâce à l'analyse de la donnée. Dans quelle mesure vous la restituez à vos clients, à vous ? C'est-à-dire que je ne parle pas du consommateur, mais tu parlais des CFR, de ces discounts et tous les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable ? Vous arrivez... Oui, alors il y a évidemment une notion de muraille de Chine, de confidentialité, parce qu'on travaille avec pas mal d'acteurs, mais on partage les mêmes expériences. Et puis comme on commence à devenir assez universel, quand tu discutes avec un mec qui fait du voyage et quelqu'un qui vend des pneus, il y a peu de concurrence, même si les séquences d'achat sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que tu changes tes pneus hiver ou été avant de partir en vacances. Ouais, c'est quelque part pas des concurrents, ils ont les mêmes problématiques et on partage ces sujets-là. On partage les sujets de préparation du Black Friday. On a partagé les sujets de confinement, déconfinement ensemble, parce qu'on a les mêmes préoccupations, on vibre avec eux. Alors, c'est quoi la suite pour, avant qu'on ne parle de ce que BNP Paribas va apporter
au rapprochement qu'il y a eu entre les deux là, le mois dernier. Quelles sont vos ambitions de développement chez Floa? Alors, est-ce que l'international, c'est quelque chose qui... Bien sûr. Ouais. Au départ, l'international, c'était la case à cocher qui nous manquait parfois quand on répondait à des appels d'offres sur des marchands français, parce qu'au départ, nos ambitions, c'était la France. Et on a décidé de partir à l'international parce qu'Oscaro est présent en Espagne et en Belgique, il nous demandait de les suivre. Et parmi nos gros acteurs, nos gros faiseurs, il nous demandait de les suivre. On a dit, bon, on va vous suivre, il n'y a pas de sujet. Et puis, quand on a commencé à vouloir les suivre, on a commencé à regarder les marchés locaux. Et on s'est dit, mais il n'y a pas une offre qui est au niveau de ce qu'on a en France. Donc ça a acquis notre envie d'aller plus vite en Europe. On a changé de marque. Et BNP, c'est la première banque européenne. Quand ils nous ont racheté, j'ai dit, il y a un potentiel à travers l'Europe qui est considérable. Donc on a décidé d'encore accélérer. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays. Et, 6 pays, alors en dehors de la France ou alors France, Espagne, Belgique, Portugal, Italie. Je ne sais pas si ça fait 6, mais ça devrait faire 6 ou pas loin. Ouais, donc c'est plutôt Europe du Sud. C'est plutôt nos voisins, voilà. Parce qu'on voilà, parce qu'on accompagne au départ nos marchands qui aussi se déploient par cercle concentrique. Et là, avec BNP, on s'est dit il faut qu'on ouvre au moins 4 nouveaux pays par an. Donc ça va venir vite. Donc on va ouvrir des très gros pays. L'Allemagne, les UK. Les maturités des consommateurs dans tous ces pays-là, elle est la même que celle qui existe en France? Pour simplifier, je vais dire oui. Parce que c'est quoi le patrimoine commun? Le digital. Voilà, on a tous à peu près les mêmes expériences, parce qu'il y a des acteurs mondiaux qui mais il y a des comportements par rapport au paiement, par exemple les Allemands. Il y a quelques différences. Quand même, T'as raison. Mais le socle commun quand même, c'est la carte bancaire. On a la chance d'avoir le Buy Now Pay Later. Pas forcément. iDeal, par exemple, ou SoFort, c'est pour... Exactement. En Belgique, c'est pareil. Voilà. Mais bon, ça drive quand même 50-60% du e-commerce. Même la carte, même en Allemagne, ça reste un premier levier, un point d'entrée, et c'est universel, donc ça marche. Voilà. S'il avait fallu gérer du 4 fois par chèque, et tout ça, on serait resté en France. On aurait arrêté. Donc, ça repose beaucoup sur on va dire les moyens de paiement digitaux. Aujourd'hui, c'est la carte. Il y aura l'instant payment sans doute très vite, mais ça nous permet de nous déployer vite avec un facteur commun. C'est toujours pareil, DSP2, c'est le même sujet. C'est un actif de paiement commun qu'on partage tous, les Européens et même les humains, on va dire. Et donc, c'est une des clés d'un déploiement rapide. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure, la puissance de calcul, un panier, c'est un panier. Des données clients, c'est des données clients. Et ce PPCM, là, tout le monde l'a. Et on le partage avec nos marchands. Et un marchand espagnol ou un marchand italien ressemble beaucoup à un marchand français. Et le consommateur, on va dire le consommateur digital, avec le confinement, voilà... la maturité, ça se ressemble pas mal. Voilà. Après, tu as raison, il y a des usages un peu différents. Il y a la réglementation. En Belgique, par exemple, c'est pas 90 jours, c'est 60 jours. Ah, c'est plus la même chose. Tu peux plus faire de 4 fois, tu peux faire que du 3 fois. Donc, c'est un usage qui s'est moins déployé parce que c'est moins intéressant d'étaler sur 60 jours que sur 90 jours. Donc, voilà, la Belgique, il y a un petit écart. Il faut s'adapter à la réglementation, aux différentes langues. Il y a des taxes dans certains pays. Voilà, bon, c'est le jeu. Je reviens sur la notion de données, puisque tu expliquais qu'effectivement, c'était clé dans les algos pour faire fonctionner votre modèle de notation du risque. Hein. Finalement, c'est de ça dont on parle. Est-ce que le rapprochement avec BNP Paribas va vous aider à améliorer la donnée, à mieux la qualifier, à la nourrir d'autres données, ou c'est pas l'ambition? Je crois pas que ça soit l'ambition. Peut-être que nous, on pourra nourrir BNP de toutes les datas, de toutes les informations qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, nos scoring tournent très bien avec les informations qu'on a. Et on n'a pas tant besoin que ça, sur la partie Buy Now Pay Later, de data supplémentaires. Alors, pour continuer sur la réflexion des synergies qui vont pouvoir se faire avec BNP Paribas, je pressens qu'il y a des enjeux commerciaux, c'est-à-dire l'ouverture de 4 pays nouveaux. C'est bénéficier aussi de la force de BNP Paribas oui. dans tous ces territoires? Oui, considérablement. Enfin, de la force locale, de la force centrale, de l'accompagnement en juridique, en compliance.
Et puis on a envie. Voilà, ils ont envie qu'on aille très vite, on a envie d'aller très vite, ils ont des moyens, on a de la méthode, c'est un couple gagnant. Voilà. Et vous êtes intégré au groupe ou vous avez toujours votre vie à part On est intégré au groupe avec pour vocation d'avoir une vie à part. On est dans la partie New Digital Business avec Nickel. Voilà. Okay. On est dans ce mode-là. Okay, donc, c'est pour continuer à être agile, à se déployer rapidement. Et d'ailleurs, Nickel aussi a des grosses ambitions de déploiement à l'international. Ouais, voilà. Donc ça va prendre un peu de temps parce que là, on est un mois après. J'imagine qu'il doit y avoir encore des sujets d'intégration en cours. L'international, est-ce qu'il y a d'autres développements ? Est-ce que le marché domestique français, il y a encore oui, bien sûr. À se développer. Il continue à se développer. Il croît de 20-25% par an. Nous, on croît entre 20 et 25. Donc, on fait entre 31 et 35% de part de marché sur le paiement fractionné en France. On veut garder nos positions. Donc, on est challengé par tous ces nouveaux acteurs. Et on veut rester leader. Donc, et on veut continuer à équiper. En fait, le sujet, c'est tier 2, tier 3. C'est-à-dire que les gros acteurs, ils sont globalement équipés. Nous, je touche du bois, on n'a jamais perdu un partenaire, mais peut-être ça viendra un jour. Le jeu, c'est d'aller en choper chez les petits camarades. Et c'est surtout d'équiper les plus petits ou les futures licornes de demain. C'est d'être sur le pit pour être prêt dès le début, pour qu'ils puissent nous brancher à la création. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de Mr. Fly, parce que c'était ça le sujet. Ouais, on va y revenir. Mais il y a quand même un point. Enfin, j'ai un point qu'on n'a pas véritablement évoqué, le microcrédit. Ouais. Ah, ça c'est rigolo. Le microcrédit. Je t'ai raconté, on a réinventé la carte de crédit, la souscription en ligne, avec l'analyse à la volée de la pièce d'identité. On a beaucoup appris sur le machine learning, l'intelligence artificielle pour reconnaître des pièces. Donc ça, on a un savoir-faire. On brasse des millions de pièces depuis chaque année, enfin même par mois. Donc on avait ce savoir-faire-là. On sait fractionner des paiements avec une carte bancaire. Et chez nous, on s'est dit, bon sang, mais si au lieu de financer des biens, on finançait de l'argent. C'est-à-dire que si on utilisait nos techniques, pas pour faire du B2B, mais du B2C, c'est-à-dire de répondre à d'envoyer, au lieu de payer le marchand, c'est d'envoyer l'argent sur le compte du client. Et c'est comme ça qu'on a lancé le produit Coup de pouce, qui a gagné, qui a été 3e dans un prix, un hackathon d'innovation chez Cdiscount. Et les mecs de Cdiscount, ils ont adoré le produit. Ils ont dit, pour une fois, il y a quelque chose qui change dans le monde de la finance. Et donc, ils nous ont aidés à le lancer. Et là, non plus, on ne savait pas qu'on inventait un truc qui allait marcher. C'est que quand des Lydia, des Banking se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme service un peu nouveau ? Ils ont scanné le marché, ils se sont dit, mais il y a ce produit-là, Coup de pouce, c'est génial. Et donc, on s'est ouvert une 3e voie de développement. Comment ça fonctionne, Coup de pouce, pour le consommateur ? Je suis chez Lydia. Je veux 1000 euros tout de suite. Je demande 1000 euros. Lydia nous transmet généralement la CNI parce qu'ils l'ont. La CNI, la carte nationale d'identité. Donc normalement, il n'y a pratiquement rien à faire. Le client dit, je voudrais que ça soit versé sur mon compte Lydia. On fait un appel, rappelle-toi, on regarde s'il y a un des rangs qui passe sur la carte bancaire. Et là, c'est magique sur Lydia. Dans la seconde, en moins d'1 minute, si tu veux 2000 euros chez Lydia, tu l'as grâce à nous. Il y a toute l'UX de Lydia, il y a la techno derrière, et tu as l'argent sur ton compte. Et la nouveauté... Et là, tu le payes en 4 fois aussi Oui, tu le payes en 4 fois, en 90 jours. Et la nouveauté, c'est que comme ces acteurs, Banking Lydia, utilisent beaucoup l'agrégation, ils sont en train de proposer, enfin, on l'a lancé, ça marche super bien, tu regardes tes achats faits avec ton compte BNP sur Lydia, et bien Lydia te dit, tu l'as payé comptant, mais tu ne voudrais pas le fractionner, ton petit achat de 150 euros. Et donc, on fait du buy now, pay later après l'achat. Post-achat, avec ces nouveaux acteurs. Et donc, c'est sans doute une des solutions pour financer ton fameux plein d'essence. Voilà, venir le dire. Mais donc, 150 euros, voilà, paf, je le fractionne. Donc, et ça, c'est cette grosse tendance de l'universalisation du buy now, pay later, parce qu'on est en train d'irriguer
tous les domaines d'action de nos écosystèmes. Et les fintech, c'est un sujet qui est passionnant. Et en termes de méthodo, on travaille avec des gens hyper agiles, qui vont hyper vite, qui sont malades de l'UX, donc qui nous font aussi progresser. Est-ce qu'il faut un wallet pour pouvoir faire ça ? Alors sur Lydia, oui. Voilà, on s'appuie sur leur wallet sous-jacent. Ouais, c'est ça. Ok. Mais pas nécessairement. Chez Banking, on fait le virement sur le compte, C'est le ce compte que je voulais bancaire. savoir. D'accord. Donc t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. C'est plus chouette. C'est plus facile. Ouais. C'est plus. C'est plus rapide. Plus rapide avec un wallet, mais ça peut aussi se faire au travers d'un compte en banque traditionnel entre guillemets. Tu l'as évoqué plusieurs fois, le voyage. Mr Fly, je crois qu'effectivement c'est un bon exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce cas client, comment ça a commencé et bon, alors Mr Fly, tu vas le préciser, c'est un site que maintenant beaucoup de gens connaissent, par lequel beaucoup de gens passent pour réserver des billets d'avion, puisqu'il est à peu près exhaustif et qu'il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire que le prix affiché de ton billet d'avion est réellement celui que tu vas payer. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ils ont une très belle offre en B2C et en B2B2C parce qu'ils ont des beaux partenaires, ils travaillent avec beaucoup d'acteurs. Et il est vachement intéressant, le sujet Mr Fly. Deux choses. Le marché. À cette époque-là, on doit être en 2014-2015, le voyage, quand tu voulais acheter un voyage, l'usage partout, les agences de voyage et compagnie, c'était je paye 20% à la commande pour bloquer mon séjour. Et je paye 80% 30 jours avant ma date d'arrivée. Usine à gaz pour le client, il devait se rappeler des dates. Usine à gaz pour les agents de voyage qui devaient avoir un administratif. Donc la vente n'était pas complètement bouclée. Et c'était une espèce de moyen de financement complètement exotique. Et Mr Fly, ces anciens de Go Voyage qui décident de se lancer assez massivement sur la thématique de la transparence. Et aussi la thématique de, si vous voulez avoir des bons prix, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, parce que c'est le moment où on peut vous faire bénéficier des meilleurs tarifs. Ils se sont dit, d'emblée, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas proposer au client d'acheter 6 mois à l'avance son vol si on ne lui propose pas une solution de paiement. Et dès le début, avant la création, ils se sont dit, on ne démarrera pas si on n'a pas de solution de 4 fois. Et là, il n'y a pas d'offre. Personne ne finance le voyage. Les établissements de crédit traditionnels, ils n'ont jamais voulu le faire. Il n'y a rien, il n'y a personne. Donc on discute avec eux et on commence à se donner des critères de décision. Il faudra que vous nous envoyiez le vol, le nombre de personnes, la durée du séjour, voilà. Et on se lance avec eux. Il s'avère que les deux fondateurs, Brumelot et Carlos da Silva, ils sont assez emblématiques du secteur. On se lance, ça marche super bien. Ils font une croissance considérable. Et surtout, tout le marché vient nous voir en disant mais on voudrait la même chose que Mr Fly. Et on passe du e-commerce, si tu veux, au service. Mais on finance du service. Pourquoi c'est parce que c'est du service que il y avait rien, parce que finalement ça existait pour les produits. Oui, mais c'est différent en fait. Les acteurs du crédit, par exemple, s'étaient jamais intéressés à ce secteur-là parce qu'ils avaient pour coutume ou pour habitude de financer des biens et pas du service, parce que dans la banque on n'aime pas trop financer de l'intangible. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans les modèles, dans les algos, dans les modèles de risque, le service c'est dégradé par rapport au produit. Ça se finance pas généralement. Ouais. Et donc le voyage, c'est un truc un peu spécifique. Là, on finance aussi des études maintenant. Mais c'est rare de financer le service. Et il a fallu inventer, là, pour le coup, les scorings. Ce qui est super bien dans le paiement fractionné, c'est que tu apprends très vite. Tu apprends en 90 jours. En 90 jours, tu sais si le mec t'a bien payé ou pas payé. Le taux d'acceptation dans le voyage, il est identique. Alors, il varie tout le temps. C'est comme les prix du voyage. Il varie tout le temps en fonction des saisons, des moments. Il y a des séjours qui sont logiques à certaines périodes et qui ne sont pas logiques à d'autres. Enfin, logiques d'un point de vue d'un point de vue risque. La date de départ, quand on s'est lancé, la demande, c'était aussi de pouvoir faire du départ immédiat. Parce que c'est presque facile de faire du financement de séjour si 90 jours avant, le client a tout payé. Donc, tu as l'impression que le client il va payer pour bénéficier de son séjour. Mais faire du paiement 90 jours quand tu pars dans 3 jours, c'est un autre challenge. Il y a quelques acteurs qui, par exemple,
qui se sont lancés après nous, qui refusent ça. Nous, on le fait aussi. Parce que le risque, c'est quoi ? Le risque, il est un petit peu supérieur. Le risque majeur, c'est que le type se barre et ne revienne jamais. Ouais. Ça, c'est... Voilà. C'est il y en a. Ouais. Et qu'il n'est pas le même... Le fait qu'il n'ait pas intégralement payé son billet ou son séjour, je pense que le client s'astreint à le payer. Voilà. Donc, on a un peu plus de casse quand c'est en départ immédiat. Pour payer, parce que qu'on soit bien clair, c'est qu'il alimente son compte en banque, hein. Et il faut tous les 30 jours qu'il y ait la somme sur le compte et que que c'est la ça. carte permette de le payer. C'est pas lui. Non, mais pourquoi je le dis, c'est pas lui qui doit faire un non, virement. Il n'a rien à faire. Ouais. Oui, t'as très bonne question. Il n'a rien à faire. Il faut que le jour dit, sa carte permette le paiement. Ouais, et que les plafonds ne soient pas dépassés, voilà, que exactement. Ce genre de choses. Ouais. Donc le travel, voilà, c'était ça la demande de Mr. Fly. Le Buy Now Pay Later faisait partie du cœur du dispositif. Ils se sont vraiment accrochés pour qu'on lance cette solution ensemble. Donc on a beaucoup travaillé en intimité pour voir comment on pouvait appréhender le risque a priori, puisque personne ne le connaissait. Les aéroports de départ, les aéroports d'arrivée, toute l'information qui peuvent nous... Et on est devenu très fort dans le trafic. Et on a enchaîné tout le marché et on a évangélisé un marché à tel point maintenant qu'il y a un acteur qui n'était pas équipé de Buy Now Pay Later. Et quel acteur ? C'est la SNCF. Et que même la SNCF dit maintenant on va s'équiper de Buy Now Pay Later, alors qu'il y a quelques années ils nous disaient nous à la SNCF on ne veut pas entendre parler de crédit, et on leur disait mais le Buy Now Pay Later c'est pas du crédit, on ne parlait pas de Buy Now Pay Later. Bon, et la SNCF est convertie, donc c'était le dernier majeur à convertir, et là c'est public, il y a un marché public qui est ouvert sur le Buy Now Pay Later en France. Donc effectivement le voyage c'est un secteur qui répond complètement finalement à l'offre que vous proposez. Ouais. Et en plus, voilà, ce qui est vrai en France est vrai en Espagne. Bien sûr, c'est universel. C'est universel. Ouais. Écoute, merci beaucoup Marc pour cette conversation passionnante. Tu vois, on est déjà bientôt 1 heure d'enregistrement. Ça passe vite. Merci pour les exemples de Mr. Fly et les autres. Je crois que ça a été une conversation qui a permis de comprendre très concrètement. Je suis désolé, je suis peut-être rentré dans le concret, mais il faut c'est utile. Il faut revenir à la réalité. Ça s'appelle Doers, c'est pas pour rien ici. C'est que il y a des belles paroles, mais derrière il y a des actes, des hommes, des choses qui sont faites, des branchements. On parle, il y a une réalité en fait opérationnelle que j'aime bien transmettre dans les échanges parce que c'est important de bien comprendre ça. Merci pour cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et merci des messages de soutien. Si vous voulez suivre Floa, c'est sur le site internet. C'est quoi Floa ? Oui, floabank.com. On a un Floa. Enfin, sur LinkedIn, sur le site. Marc, tu peux être suivi sur LinkedIn, je pense. Avec plaisir. Et vous pouvez rentrer en contact directement avec lui. Si vous souhaitez le faire par mon intermédiaire, vous pouvez me contacter et puis via LinkedIn ou le site lesdigitaldoers.com et je transmettrai à Marc vos demandes, je ferai la mise en relation. Écoute, un petit grand merci aussi à Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail E-Commerce de Monaco, où nous enregistrons cette conversation. Merci Marc. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt.